Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'intelligence artificielle. J'ai bien conscience que le cours d'aujourd'hui est un peu particulier puisque nos rencontres Philosophie for Smart City ont d'habitude lieu en direct. J'ai également souvent un ou plusieurs invités qui conversent avec moi et qui en même temps font participer la salle. Nous discutons tous ensemble. C'est souvent très interactif. Et aujourd'hui, je vous propose quelque chose d'un peu plus classique, on va dire. Je suis à distance, ça me permet quand même de penser à vous et de vous proposer quelque chose, puisqu'aujourd'hui le sujet c'est quand même de parler de l'intelligence artificielle. Donc je vais vous donner quelques pistes de réflexion, ça vous donnera l'opportunité peut-être de réfléchir à la question ou d'aller lire quelques ouvrages, notamment en rapport avec cette fameuse intelligence artificielle. Alors que peut-on en dire? Déjà, l'intelligence artificielle, il faudrait déjà commencer par la définir. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'elle renvoie à une technologie performante, bien évidemment, qui est censée pouvoir égaler certaines capacités cognitives de l'homme. Ça fonctionne un peu comme dans le cerveau, mais bien évidemment, ce n'est pas le cerveau. Toutefois, elle ne peut pas rivaliser non plus avec la complexité et la magie du cerveau qui est vivant. Et puis surtout, elle ne peut pas rivaliser totalement non plus avec la disposition spécifiquement humaine qui tente à produire sans cesse de l'inauguration. L'esprit humain est créatif, en permanence créatif, il pense, il se repense et il est capable d'une perpétuelle inauguration, alors que l'intelligence artificielle, nous le savons, ce sont des datas, des données qui alimentent l'intelligence artificielle, qui se met à travailler à partir de toutes ces données, et toutes ces données qui sont combinées donnent de façon prédictive des résultats qui permettent en quelque sorte par exemple, si je me connecte sur Internet et que je commence à regarder les maillots de bain, peut-être que demain, quand je vais me connecter à nouveau sur Internet, on va me mettre la serviette de plage, on va avoir une proposition de crème solaire et pourquoi pas de billets d'avion qui me permettraient d'aller vers une destination ensoleillée. Donc vous voyez, l'intelligence artificielle travaille à partir des données que je lui confie, et ces données que je lui confie, elle les remet en mouvement, elle les brasse en quelque sorte, et à partir d'algorithmes, elle permet de proposer un ensemble de possibles qui correspondent à la tendance qui est mienne. Mais en même temps, on sait que les scientifiques à Genève ont osé aller plus loin dans la démarche et à comparer la façon dont fonctionnait l'intelligence artificielle à partir de l'inconscient. Alors, il ne s'agit pas de l'inconscient freudien. Vous savez que Freud avait évoqué la possibilité d'un inconscient qui serait une force cachée, en tout cas à laquelle nous n'aurions pas accès, qui serait une sorte de puissance qui permet de se manifester à l'insu du sujet. Au moment où je pense, eh bien, quelque chose viendrait me faire dire l'inverse de ce que je pense, ou tout simplement, je pourrais, pendant la nuit, rêver de choses et d'autres qui montrent qu'il y a la manifestation, une sorte de refoulement, de contrariété peut-être de la journée ou d'heureux événements. Et puis on sait aussi que le lapsus, par exemple, le fait de dire un mot pour un autre, au revoir au lieu de dire bonjour, pourrait manifester pour moi l'envie d'en avoir terminé avant même d'en avoir commencé. En fait, vous l'avez bien compris, le troisième inconscient dont parlent les scientifiques pour parler et évoquer l'intelligence artificielle n'est absolument pas l'inconscient freudien, qui est un inconscient purement, on va dire, caché à l'esprit, puisque ça se passerait dans l'obscurité de notre cerveau, et en quelque sorte, les choses se passeraient à travers nous. Le troisième inconscient, c'est autre chose. C'est une façon de décrire le mapping, c'est-à-dire la façon dont les connexions se font dans notre cerveau pour qu'il prenne des décisions. Et notre cerveau inaugure tout le temps. Seulement, la façon dont il inaugure, eh bien, forcément, au moment où je vous parle, au moment où je pense, eh bien, je n'y ai pas accès. Alors voilà, l'intelligence artificielle n'est pas l'égale de l'homme, elle n'est pas égale non plus de ses dispositions spécifiquement liées à la créativité, et elle ne fonctionne pas non plus comme un troisième inconscient, bien que nous, utilisateurs par exemple d'un ordinateur, nous n'accédons pas directement aux données, et donc nécessairement nous ne sommes pas connectés à cet arrière-monde de notre ordinateur, cet arrière-monde, cette interface dans laquelle les algorithmes travaillent pour proposer des possibilités. Alors on sait que la notion d'intelligence artificielle évolue, elle évolue avec la technologie, elle évolue avec les avancées et avec toutes les technologies qui sont en œuvre et les sciences qui travaillent aussi avec ces technologies, notamment l'informatique. Et on sait qu'il y a aujourd'hui plusieurs types de degrés d'évolution de cette intelligence artificielle. Alors on a commencé à penser à ce premier degré
d'intelligence artificielle qui était Deep Blue, hein, qui a permis, en jouant aux échecs, de remporter une victoire contre Kasparov et qui a finalement défié le grand champion. Et c'était une façon pour l'intelligence artificielle de calculer les coûts à l'avance pour pouvoir effectivement proposer une mise en œuvre ou en tout cas une mise en scène des combinatoires possibles de manière à devancer le champion. Et puis, on a une deuxième forme d'intelligence artificielle qui montre que les machines ont la capacité de s'appuyer sur des représentations du monde pour prendre une décision. Par exemple, on le voit dans le cadre des voitures autonomes qui sont dotées d'un répertoire de représentation du monde préprogrammé. Elles peuvent ajuster, par exemple, leur vitesse, leur trajectoire. C'est aussi le cas de, comment dire, notre GPS qui peut nous parler, nous répondre, et puis qui, lorsque je me trompe, par exemple, à un carrefour ou à un rond-point, peut de suite et immédiatement se mettre à recalculer mon itinéraire. Et donc, on voit qu'on est déjà dans une construction un peu plus élaborée. La troisième, c'est celle qui renvoie peut-être à une théorie de l'esprit. Alors déjà, elle est plus complexe, elle est plus peut-être pertinente, elle intrigue en tout cas parce que elle nous montre que, par exemple, des robots vont pouvoir non seulement appréhender et classifier des représentations du monde, mais surtout, ces robots vont aussi comprendre et hiérarchiser nos émotions. Ces robots, on l'a bien compris, ce sont des machines équipées d'une intelligence artificielle qui usent de programmes qui leur permettent, de nous parler, de prendre des postures. Hein. On voit les mains de plus en plus des robots s'animer, on voit les inclinations de la tête, on voit aussi les yeux qui bougent. Et maintenant, on essaye de donner à ces yeux la pertinence des yeux des vivants, c'est-à-dire leur donner l'impression qu'ils ont une âme, ou en tout cas qu'ils sont animés. Tout ça pour expliquer que le robot est celui qui va pouvoir se représenter le monde, s'adapter à mes besoins, et il va s'adapter à mes besoins parce que c'est le robot de compagnie qui peut m'assister si j'ai besoin de lui dans le cadre d'un problème de santé. C'est aussi le robot, comme on peut le voir dans différents laboratoires, qui s'adresse à vous. En Chine, on a vu Piper qui était capable de dire des cérémonies et de répéter un rituel religieux. Bref, c'est ce robot qui va occuper de plus en plus notre quotidien et qui va influer sur le comportement humain. Oui, en effet, pourquoi influer sur le comportement humain? Tout simplement parce que ce robot est proche de nous, il prend des postures, comme je l'ai dit, et il est capable de nous parler, de prendre des intonations dans la voix, et même si elles sont mécaniques, même si c'est de l'intelligence artificielle qui parle à travers une machine, malgré tout, nous nous sentons touchés, nous nous sentons presque, comment dire, enrobés si la parole du robot est enrobante, agréable, gentille, et si ce robot nous donne l'impression d'être altruiste. En fait, on se rend compte que l'intelligence, par le biais d'un deep learning, c'est-à-dire qu'elle est capable d'apprendre au fur et à mesure que les données alimentent son contenu, elle se repense à chaque fois. Eh bien, cette intelligence artificielle, lorsqu'elle est intégrée dans un robot qui imite la posture de l'humain, eh bien, est efficace puisque le robot fait mouche, hein, il parvient à m'émouvoir, à me toucher, et j'ai l'impression d'être en empathie avec lui. C'est assez impressionnant parce que quelque part, si le robot est gentil, si le robot est affectueux, si le robot est bienveillant, si le robot m'aide à me soigner, peut-être que dans quelque temps, l'humanité se trompera d'objectif. Peut-être qu'elle aimera davantage son robot qu'elle-même, peut-être qu'il sera difficile de supporter l'humain lorsqu'il est désagréable, alors que le robot, lui, paraîtra beaucoup plus sympathique. Et c'est vrai qu'il ne faudra pas démissionner de notre humanité, qui est celle qui est capable d'une empathie à l'égard d'un humain fragile, un humain vulnérable et un humain imparfait. Et l'imperfectibilité nous ramène à des humains qui peuvent avoir de mauvais caractères. Pour autant, il nous faut aussi peut-être faire un effort d'humanité pour les aimer davantage. Bref, voilà, cette troisième intelligence artificielle nous laisse perplexes parce que quelque part, elle est capable d'imiter l'homme, de copier l'homme. Et si on regarde les robots dans l'évolution du temps, on avait affaire à des caisses avec des espèces de bras articulés. Petit à petit, nous voyons que ces caisses prennent la forme d'objets qui se redressent, et ces objets connectés qui se redressent, petit à petit, prennent l'allure de robot et prennent l'allure d'humain. C'est-à-dire qu'ils semblent vouloir nous ressembler, et ce mimétisme peut être trompeur. Enfin,
On parle d'une quatrième intelligence artificielle qui diffère des précédentes, bien évidemment, et qui peut poser question. C'est celle qui renvoie à l'autoconscience, qui serait le palier final du développement de l'intelligence artificielle. L'autoconscience qui consiste à doter les machines de la capacité de former des représentations d'elles-mêmes, comme si elles pouvaient, à partir de tout ce qu'elles savent, proposer autre chose, donc inaugurer. Mais inaugurer, on sait très bien qu'elles pourraient inaugurer qu'à partir de ce qu'elles possèdent déjà, c'est-à-dire un ensemble de données qu'on leur aurait confiées. Or là, ce stade-là considère qu'elles pourraient d'elles-mêmes créer de la nouveauté et à ce moment-là, imiter complètement le processus de pensée des hommes. Mieux encore, si elles peuvent avoir un retour sur elles-mêmes, cela signifierait que deux intelligences artificielles qui seraient amenées à cohabiter pourraient peut-être finalement s'auto-éduquer, s'auto-réparer et peut-être aussi gagner progressivement en degré de perfectibilité. On constate quand même qu'il y a comme une sorte d'extension du type 3 qui était capable d'un mimétisme. Cette fois-ci, l'intelligence artificielle est capable de se doter d'autoconscience, c'est-à-dire non seulement d'imiter les émotions humaines, mais de donner l'impression qu'elle peut appliquer des pensées et des réflexions à ces émotions, et en même temps, comme si elle pouvait prédire en quelque sorte l'avenir, puisque en dépassant les capacités de l'humain à réfléchir, elle pourrait déjà anticiper les problèmes de demain. Et comme je le disais, si deux intelligences artificielles venaient à communiquer entre elles pour s'auto-réparer, voire même prendre des décisions sans même que l'humain puisse entrer dans le processus, d'intégration de la décision, eh bien, à ce moment-là, peut-être que nous pourrions craindre d'être soumis totalement à l'univers des machines. Donc la question qui peut se poser en conclusion de cette réflexion du jour, c'est après l'IA, est-ce qu'on va pouvoir envisager le A, c'est-à-dire l'émotion artificielle, le moment particulier où j'aurai de l'empathie, de la sympathie pour les robots? Si les robots occupent de plus en plus mon quotidien, est-ce qu'il va y avoir la naissance d'une nouvelle altérité? C'est-à-dire ce ne sont pas des hommes, ce sont des machines connectées. Et à ce moment-là, ces machines connectées qui font partie de mon univers, eh bien, je les prends en sympathie. Ensuite, le problème de l'illusion, parce que bien évidemment, ces robots qui m'imitent me donnent l'impression d'être comme moi. Avec la posture du penseur, je pourrais envisager la possibilité pour un robot de réfléchir, alors qu'il n'en est rien. Et enfin, dernière question, si ces robots peuvent en quelque sorte s'auto-réguler, réparer, s'ils peuvent inaugurer et se faire progresser mutuellement, est-ce qu'à un moment donné, il n'y aura pas une sorte d'aliénation à ces robots, une aliénation au sens de soumission, parce que, comme disait Heidegger, la technique finalement irait tellement loin qu'elle dépasserait l'homme et que l'homme serait finalement soumis à l'univers des machines. Voilà, je vous laisse aujourd'hui sur cette réflexion. Je ne sais pas si ces propos auront, nourri votre pensée. En tout cas, je l'espère. Et puis, bien évidemment, je reviendrai dans quelque temps. Nous parlerons de Descartes et des machines. Nous parlerons d'Aristote et de l'intelligence artificielle, de l'IA, l'intellect agent. En bref, on n'a pas terminé. Mais pour aujourd'hui, c'était une façon de continuer nos rencontres philosophiques par le biais de cet outil finalement essentiel, cet ordinateur qui est bien entendu équipé d'une intelligence artificielle. Au revoir.